Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, étant donné que ce sera un peu comme un fonds d'urgence, je veux dire, combien de mois c'est censé couvrir, combien de mois de charges, quoi, c'est censé couvrir. Bon, déjà, déjà, je le vois pas directement comme urgence parce que je me dis que vendre ces actions, faire des retraits, ça va prendre un peu plus de temps sur un compte titre que sur, par exemple, un compte épargne direct. Donc, le compte épargne direct, je pense plus à cela pour des urgences improprement dites. Ok, Maintenant, la partie action, si par exemple, je peux faire des retraits sur une période de 1 mois, ça me va. Et si ça peut couvrir des besoins sur 3 à 6 mois, mettons 6 mois, ça me va aussi. je vois. Donc, c'est vraiment si j'ai consommé mon épargne en banque, si j'ai consommé mon épargne en assurance qui sont plus disponibles, on va dire, en termes de délai Mhm. que les actions, que voilà, là, je peux commencer à grappiller. Donc, partons sur 6 mois, euh, les besoins que ça devrait couvrir. Ok. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous savez l'exercice de l'établissement du profil d'investisseur. Vous l'avez déjà fait une fois? Non, pas encore. Ok, donc ça, c'est un truc que je vous conseille vivement de faire. Mhm. Donc, pour déterminer quel type d'investisseur vous êtes, est-ce que vous voulez de la rente, vous voulez de la croissance, vous voulez un portefeuille diversifié ou pas, vous tolérez le risque ou pas, vous tolérez la volatilité ou pas. C'est vraiment important parce que ça va orienter votre choix ou si vous voulez vos choix sur le marché. Donc, vous serez à point quel type d'action vous pouvez payer suivant votre tempérament ou pas. D'accord, d'accord. Ben, je ferai ce test-ci. Je crois que j'avais vu une vidéo où ce test-ci s'était fait, mais je je vais le faire à titre personnel pour un peu déterminer mon type. Ce qui est sûr, comme je l'ai dit, c'est sûr que je serai pas un, comment je vais dire, je sais pas si je vais dire courtier, mais je serai pas dans des achats-ventes. Ça, Ouais, c'est pas du tout mon but. ok. Je souhaite, oui, bénéficier de, comment on appelle ça même, Les des dividendes. meilleurs, voilà, des meilleurs dividendes. Et puis, en fait, actuellement, en tout cas, j'ai pas, je peux pas dire que c'est arrêté, mais aujourd'hui, ce que je me dis, c'est d'avoir dans mon portefeuille le seul fast grower de la BRVM. Ouais, Oui, parce que là, en fait, ça me permettra de, on va dire, euh, avoir un rendement plus élevé, certes, forcément avec un risque aussi plus élevé, on va dire ça comme ouais. ça. Mais une partie de mon portefeuille qui est consacrée à ce seul fast grower-là. Et puis, plutôt 2 ou 3 lignes sur les meilleurs payeurs de dividendes. Donc, avoir un portefeuille organisé de cette façon, c'est plus ce à quoi je pense aujourd'hui. Ok, ok. Donc, Donc, ouais. oui. Non, allez-y. Donc, en fait, ça me permettra de, disons, faire grandir mon capital, on va dire, plus rapidement. Mhm. En même temps, et les autres vont permettre de sécuriser ou d'être plus solide face à des déconvenus. Donc, vu que moi, je veux l'utiliser principalement comme une épargne qui a un rendement supérieur à celui des banques et des assurances. Mhm. Et donc, pour les phases growers, vous savez déjà visiblement, enfin, quelle action il faut privilégier. Donc, Mhm. ce que je veux vous conseiller là, c'est quelle action, enfin, ça va dépendre encore une fois de votre profil d'investisseur, mais a priori, quelle action devrait vous intéresser quand il s'agit des actions de rente. Et donc, Alors, oui, oui. Alors, j'avais gardé un tableau euh, des meilleurs payeurs de dividendes. Euh, j'ai vu Server comme le premier. ok,
ensuite Orange, Côte d'Ivoire. Et puis, j'aurais pas pris l'Onatel parce que à part Coris Bank, je veux être assez prudent sur le Burkina, donc j'aurais peut-être pris Nestlé Ouais. comme troisième ligne. Donc, disons les trois premiers en sautant Onatel, Burkina Faso. Ok. Mais là où vous êtes basé uniquement sur les rendements en dividendes, c'est bien ça? Oui, donc un fast grower plus trois lignes sur des rendements en dividendes. Ok. Et ces actions de rente, quelle stratégie vous voulez adopter? Dès que vous aurez les dividendes, vous comptez sortir ou vous comptez les garder sur le long terme? Non, non, je compte rester. En fait, je ne compte pas faire de la spéculation. Je compte vraiment systématiquement réinvestir les dividendes. Donc, moi, par mois, je vais verser une somme qui est très confortable, qui ne me perturbe absolument pas. Et puis, vraiment rester sur ces positions-là sur euh, 4, 5, voire 10 ans. Ok. Donc, ce que je vous conseille de faire dans ce cas, c'est de ne pas donner enfin, dans les analyses que vous allez faire, ne donnez pas la priorité au rendement dividende là maintenant. Parce que si vous voulez rester sur le long terme, ce qui va le plus compter, ce n'est pas seulement le rendement en dividende, mais c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir continuer à payer des dividendes et surtout le même niveau de dividendes les années à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Oui. Et donc, les actions à privilégier, c'est des actions qui auront suffisamment de réserves pour payer le dividende qu'ils payent cette année, l'année prochaine, et l'année qui va suivre, et ainsi de suite. Donc, vous voulez des actions qui ont assez de réserves, assez de repos à nouveau, donc vraiment confortable de ce point de vue-là. Et vous voulez des actions qui, dans enfin, l'entreprise derrière, ce qu'ils payent comme, ce qu'ils font comme payout, donc le ratio par rapport combien de dividendes, quel pourcentage du résultat est distribué comme dividende. Vous voulez que ce pourcentage-là, en réalité, soit autour de 50%. Donc, que ce ne soit pas trop élevé. Parce que plus c'est élevé, plus ça va peser sur justement les réserves de l'entreprise. D'accord. Donc, si vous voulez faire de la rente pour du long terme, le rendement en dividende, c'est bon pour la première année. Et si vous comptez sortir ensuite. Mais si c'est pour du long terme, les réserves et la capacité à continuer de payer cette dividende-là, ça compte pour beaucoup. Je vois. Donc, ça doit être mes critères d'évaluation, en fait. Ouais, Pas seulement ceux qui ont mieux payé cette année. c'est ça. Ok, c'est compris. C'est compris. Donc, je ferai cette analyse et puis voilà, je vais réorganiser mon portefeuille en conséquence. OK, super. Bonsoir, Monsieur Mohamed. Oui, bonsoir coach. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je suis en voyage actuellement, le réseau est un peu instable, donc je viens de vous prendre en cours. OK. Bon, et donc, comme vous le savez sûrement déjà, l'objectif du webinaire, c'est de répondre à d'éventuelles questions que vous auriez concernant la BRVM en particulier, enfin en Je général, voudrais vous et poser une votre question portefeuille en relative. particulier. Comment? Com- Donc, je disais l'objectif du webinaire, ça vous le savez sûrement déjà, c'est de répondre à des questions. Donc, des questions soit d'ordre général qui concernent la BRVM, des choses que vous ne comprenez pas, ou bien des questions particulières concernant votre propre situation, votre portefeuille par exemple. Voilà. Je voudrais poser une question relative à une situation. Oui, J'ai deux lignes dans mon portefeuille OK, euh, qui concernent notamment ceux des CIE. OK, Et bon, je sais pas, mais quand je regarde un peu le taux de distribution de ces deux entreprises, c'est pratiquement, la CIE par exemple, c'est 100% de bénéfices qui a été partagé, OK, et la CEDECI, c'est pratiquement 98% de bénéfices qui a été partagé. OK. Et mais je me demandais si sur le long terme, ça n'aura pas une incidence en fait sur les dividendes partagés et sur le cours même. Est-ce que ça n'a pas une incidence même sur la croissance même du cours de l'action? Parce que quand je regarde l'action, les actions ont stagné pratiquement depuis plusieurs mois. Voilà. Ok, donc la réponse c'est oui. Donc, comme, enfin, on l'a constaté, hein,
vous savez, en agriculture, il y a une technique qui veut que si vous voulez que l'arbre grandisse vraiment beaucoup, hein, considérablement, vous voulez éviter que l'arbre en question commence par sortir des fruits ou des fleurs beaucoup trop tôt. Donc, quand ça va arriver, les fruits ou les fleurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez couper ces fruits-là, ces fleurs-là, pour que l'arbre dédie toute son énergie à la croissance. Et du point de vue des actions, c'est typiquement le même comportement qu'on observe. Une entreprise qui va donc verser beaucoup de dividendes, en réalité, est en train de sacrifier une bonne partie de sa croissance parce que c'est du réinvestissement qui n'est pas fait. D'accord? C'est un coût d'opportunité énorme. Alors, ce n'est peut-être pas nécessairement un coût d'opportunité. Pourquoi? Parce que si le management s'autorise, hein, à payer autant de dividendes, c'est parce que justement, il juge qu'on ne peut pas réinvestir ce cash flow-là qu'on a généré. Pourquoi? Parce que le marché est peut-être déjà saturé, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la réponse, c'est oui. Est-ce que ça va impacter la croissance? La réponse, c'est oui. Et ça ne va pas qu'impacter la croissance, ça va impacter aussi le dividende en lui-même. Parce que si là, 98%, 100%, disons qu'ils partagent tout le résultat net, et donc littéralement rien n'est réinvesti. Si rien n'est réinvesti, ce qu'on appelle en anglais le earning power, la capacité à générer du résultat net, n'est pas en train de grandir. Donc l'année prochaine, a priori, ils n'auront pas la force de payer, enfin, de générer autant de résultats que cette année. Enfin, je dis autant, plus de résultats que cette année. Donc, ils feront a priori la même chose. Et s'ils font la même chose, a priori aussi, ils vont distribuer quoi comme dividende? La même chose. Et donc, c'est ça qui va se répercuter avec cette politique-là sur l'année qui va suivre, l'année prochaine et ainsi de suite. Bref, sur le moyen terme. Donc, ce n'est pas seulement la croissance qui sera impactée, c'est aussi la capacité à générer à distribuer des dividendes de plus en plus conséquents d'année en année qui sera impactée. Donc, en réalité, tout va stagner. La croissance de l'entreprise, donc là, je parle du résultat net, le coût de l'action derrière, parce que ça, c'est influencé par les performances de l'entreprise qui ne sont pas en train de croître, et la capacité à distribuer des dividendes qui dépend aussi de la croissance du résultat net. Donc, oui, tous vos doutes sont confirmés. D'accord. Mais en même temps, c'est des entreprises qui ont une spécificité un peu particulière. Ouais. Vous voyez un peu, les gros investissements ne sont pas de leur ressort. Okay. Elles ne font que en fait, commercialiser le produit qui est déjà fourni par d'autres producteurs. Donc, ça veut dire que les gros investissements, par exemple, au niveau de la production, au niveau même des installations, je prends l'exemple de la CIE, par exemple, les installations ne sont pas faites en fait par... C'est des projets qui sont dégagés par l'État. Ouais. Et je me dis, bon, est-ce que c'est une spécificité quand même? C'est vrai que c'est rare, mais quand on regarde un peu, les gros moyens de production ne sont pas du ressort de ces sociétés-là. Elles ne font que distribuer, en fait. Donc, quelle analyse on peut faire? Une analyse spécifique qu'on peut faire de ces deux entreprises-là. OK. Et donc, quand nous parlons d'investissement, il faut savoir de quel périmètre nous parlons en réalité. Donc, dans quoi on est en train de réinvestir. Donc, vous l'avez dit clairement, ce qui concerne le réseau, les investissements sur le réseau, ce n'est pas la CIE, enfin, l'entité qui est cotée en bourse qui est en train de gérer ça, n'est-ce pas? Parce que ça, la CIE, c'est différent de la CI-E. La CI-E, c'est, de ce que j'ai compris, la Société nationale, donc qui a pouvoir faire les investissements dont vous êtes en train de parler. Ce qui nous intéresse ici, c'est la capacité à générer du cash flow de la CIE, l'entité cotée en bourse. Et cette capacité-là, elle dépend des investissements que la CIE, l'entité qui est toujours cotée en bourse, fait. Pas des investissements faits par l'entreprise qui apporte finalement de la paix à la CIE. Donc, de l'investissement que la CIE fait en son sein, en interne. Et ça n'a rien à voir avec le réseau. C'est qu'est-ce qu'ils font pour eux-mêmes là, pour accroître leur earning power. Et donc, que les autres là-bas fassent des investissements, c'est pas le chiffre d'affaires de la CIE qui est impacté quand les autres font des investissements dans leurs entreprises à eux. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les investissements faits par l'entité en question sur elle-même, dans son propre business, dans son scope. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens en venir. Oh, oui, oui, je vois, je comprends parfaitement maintenant. OK. Et donc, voilà. Donc oui, et ça, c'est malheureusement sur la Maintenant, selon vous, quelle est l'attitude dans une telle situation? Faut-il quand même sortir de ces positions-là, et puis aller réinvestir ces fonds-là dans d'autres structures? Voilà. OK, donc tout dépend de votre politique, on va dire, de votre philosophie. Sur le long terme, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez faire de la rente sur du long terme, clairement, ces titres-là ne sont pas ceux sur lesquels vous devez vous concentrer, n'est-ce pas?
Parce que le dividende ne va pas aller croissant tant qu'ils maintiennent cette politique de distribution, c'est-à-dire de presque tout distribuer. Donc, si vous voulez faire de la rente pour du long terme, vous voulez quand même que le dividende soit croissant, n'est-ce pas? Vous voulez que si vous avez généré du 600 cette année, peut-être l'année prochaine, vous voulez du 650 comme dividende, mais vous ne voulez pas générer 600 cette année, l'année prochaine 600 et l'année prochaine 600 et ainsi de suite. C'est pas du tout Oui, intéressant, n'est-ce pas? c'est ça, c'est ça, Ok, c'est ça. donc vous voulez, on va dire, préférer à ces entreprises-là, vous voulez préférer des entreprises qui sont en train de réinvestir au moins un minimum, d'accord, sur les propres activités pour faire que le dividende en lui-même soit croissant, n'est-ce pas? C'est ça, en fait. Des entreprises qui sont en train dont le dividende est en train de croître, en fait. Ouais, C'est ce que je suis en train de chercher. exact. Donc pour du long terme, c'est ce que vous devez privilégier. Maintenant, si Voilà, c'est ça. c'est juste le dividende de cette année-là qui vous intéresse, bah oui, vous pouvez, si les rendements dividendes de ces deux, CIE et SODECI, sont intéressants, prenez-les et cherchez autre chose. Mais si vous voulez faire du long terme, donc commencez par vous concentrer sur d'autres entreprises. Voilà, mais maintenant, à partir de quel moment, par exemple, après à partir de quel moment? Parce que quand on regarde un peu le niveau des. Bon, la CE, les SODECI, ça va, c'est remonté. Mais quand on regarde un peu le niveau de la CE, les CE, ils sont toujours à 1600 et quelques, à peine 1700. Alors que le coût moyen était autour de 1900 pratiquement. Ok. Et donc, à quel moment la question, c'est comme on le dit souvent, hein, la bourse n'est pas tellement une question de timing, c'est une question de valeur. Donc, ce n'est pas quand, c'est plutôt combien. La vraie question, la question derrière la question, si vous voulez. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est une valorisation complète de ces deux entreprises-là pour savoir ce qu'est le valeur intrinsèque, d'accord, et à quel prix vous devez sortir éventuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ok. Et donc, je dis n'importe quoi, que vous évaluez que euh, la CIE, par exemple, je dis n'importe quoi, je ne sais même pas combien le prix actuel est, je dis n'importe quoi, que ça vaut 5 000, donc vous voulez peut-être sortir à un peu plus que 5 000 pour avoir un certain premium, n'est-ce pas? Et donc, Oui. on va dire, avec le comportement de la BRVM, quand ils vont détacher les dividendes, avec la ruée, d'accord, des dividendistes qui vont sortir de l'action, le coût va se déprécier. Donc, attendre qu'ils aient distribué les dividendes, c'est peut-être pas le bon moment justement pour sortir. Vous voyez? Parce que le coût sera plus ou moins déprécié à cette époque-là. Et si vous ne sortez pas là, mais ça veut dire que vous allez devoir attendre un peu plus pour que le coût remonte. D'accord? Et donc, je trouve que Oui. attendre les dividendes ou après, c'est un peu trop tard. Donc, et là, j'essaie de timer ce que je dis justement qu'il ne faut pas faire. Donc, un bon moment, ce serait justement avant les dividendes. Parce qu'après, sinon, vous serez en dépréciation. D'accord, merci. C'est tellement juste que parce que déjà au niveau de l'action se décide déjà, on a vu que l'action est déjà, vendredi dernier était déjà à 5 000 hein, pratiquement, alors qu'on était à 4 300, 4 400. Ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Ça, c'est un phénomène bien connu. À l'approche, si le rendement dividende est élevé, et généralement, ce qu'on a constaté est pas élevé, on entend plus de 7%. À la BRV, on va dire, c'est devenu la norme maintenant que des entreprises payent des dividendes de 7%. Peut-être que vous ne consultez pas d'autres bourses, mais c'est tellement, tellement élevé, les gens ne s'en rendent juste pas compte. Des dividendes de 7%, c'est exceptionnel. Ça n'a rien de normal. Mais chez nous ici, la BRVM, tout le monde veut du 7%. C'est juste, c'est incroyable. D'accord? Et donc, dès qu'une entreprise va proposer des rendements de plus de 7%, ce que vous allez constater comme comportement, c'est le coût de l'action va commencer par grimper à l'approche des dividendes. Plus on approche de la date, d'accord, où les dividendes seront détachés, plus le coût de l'action va monter. Et donc, dans votre cas en particulier, vous voulez donc sortir de l'action quelque part un peu avant, d'accord, ce détachement-là. D'accord, merci coach. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur Alfred. Bonsoir, coach. Comment vous allez? Très bien, très bien. Apparemment, tout le mois d'avril, je n'ai pas pu assister. Ah, je vois. Bon, je suis là maintenant. Ok. Je vous suis d'abord. Vous avez des questions pour nous? Pas pour le moment. Ok. J'ai acheté, j'attends et puis je vais poser d'autres questions. Ok. Oui. J'ai aussi constaté que ces derniers temps, on n'avait plus beaucoup de questions.
En janvier, en février, on avait beaucoup de questions. Ben, là, c'est comme si on avait répondu à toutes les questions déjà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le but de ce webinaire. Bon, j'ai une question relativement à une entreprise Oui, cotée à la BAPM, la SGCI. ok. Quand je regarde un peu le niveau de croissance de cette banque-là, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas arriver à saturation? Et la réponse, je crois qu'elle est, la réponse, je crois que c'est oui, d'accord? Et peut-être la question maintenant qui va suivre, c'est à quel moment? Et je crois que la réponse, c'est encore maintenant. En réalité, on est déjà arrivé C'est à ça. saturation. Et ce qui me fait penser ça, c'est que ce soit justement maintenant, d'accord, que, on va dire, l'actionnaire de référence décide de vendre ses parts, d'accord, et donc de quitter l'entreprise. D'accord, je crois que ce n'est pas anodin. Je crois que ils sont arrivés à maturité, d'accord, et c'est justement parce qu'ils sont arrivés à maturité que maintenant ils vous sortent les arguments de on n'est pas compliant, il y a des normes internationales que la société même nous impose et auxquelles on n'est plus, enfin, euh, qu'on n'a jamais satisfait, d'accord, et les pressions sont de plus en plus patati patata. Ça, c'est juste des excuses. C'est- Moi, je crois, d'accord, que l'objectif, c'était de maximiser la croissance, donc de profiter de toute la courbe de croissance. Et quand on serait à l'apogée maintenant de sortir et de vendre, d'accord, c'est ce qu'ils ont fait avec brio. Donc, est-ce que la SCBC, c'est mature? Est-ce qu'il y a une perspective de croissance? C'est mature, oui. Est-ce qu'il y a une perspective de croissance additionnelle? Moi, je crois que c'est non. Et c'est d'ailleurs pour ça que la sonnette de référence est en train de nous partir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Joël. Oui, en fait, je réfléchissais au phénomène de hausse du prix de l'action au moment de l'annonce de dividendes élevés Ouais. et de la chute de ce prix-là juste après le paiement des dividendes. Mm. Moi, l'idée qui m'était venue, c'est que si ce phénomène il est récurrent, et il semble que ce soit le cas, ça voudrait dire quoi? Que si jamais avant le paiement des dividendes, je me rends compte que euh, si je vendais mes actions, j'avais euh, un rendement plus important que si j'attendais les 7% ou les 8 ou les, je sais pas, 9% de dividendes. Mais en fait, je fais, on va dire, une meilleure performance que d'attendre même les dividendes. Et juste après, je rachète à nouveau et je refais le même processus chaque année. Est-ce que c'est une bonne idée? Ok. Donc, je comprends parfaitement la logique. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et la raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée, c'est cette raison. C'est que, à l'approche des dividendes, oui, effectivement, le coût va commencer par monter. Mais il y a, on va dire, un asservissement en réalité, une régulation. Donc, vous allez constater que généralement, ça c'est mon constat, hein. Donc, que si le cours monte, c'est pas comment on dit, une skyrocket pas, il ne monte pas à l'infini. Donc, il va généralement se stabiliser quelque part, hein, à un niveau où le rendement en dividende est autour de 7%. Parce que visiblement, sur la BRVM, 7%, on va dire, c'est la moyenne, d'accord? Ce n'est pas attractif, d'accord? Et donc, le cours ne monte pas indéfiniment. Il va se stabiliser quelque part où le rendement en dividende est à un cours qui place le rendement en dividende autour de 7%. Et donc, là, ce n'est plus, on va dire, intéressant de sortir et de revenir acheter. Puisque, comme on l'a dit, la distribution de dividendes est une opération neutre.
soit vous avez pour 7% là, soit vous attendez, vous avez les dividendes, mais ça revient à la même chose, vous avez exactement la même performance. D'accord? Une opération qui serait intéressante dans ce cas-là, ce serait plutôt d'attendre la distribution de dividendes, donc le détachement et tout, pour acheter. Parce que généralement, ce que vous allez constater, c'est qu'il y a une ruée de ce que j'appelle des dividendistes. Donc des gens qui ne sont là que pour chasser le prochain dividende, ils vont acheter une entreprise sortie dès qu'ils ont eu le dividende et attaquer la prochaine entreprise qui a dans le calendrier des dividendes. Donc, qui va payer juste incessamment. Et donc, ce que ça crée, cette ruée-là, c'est une dépréciation du cours de l'action après le détachement des dividendes. Et ça, c'est complètement, on va dire, vous ne savez pas jusqu'à quel niveau ça va s'arrêter. D'accord? Et des fois, ça peut vraiment être important. Donc là, si vous voulez d'une action pour du long terme, ça, c'est une opportunité pour pouvoir rentrer dans cette action-là. D'accord, c'est compris. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour ma part. OK. Un truc que ce que j'appelle les dividendistes ne remarquent peut-être pas sur le marché, c'est imaginez que vous payez une action, vous la considérez comme action de rente et que vous restez sur l'action pour du long terme. Et l'action, l'entreprise de l'action justement fait des réinvestissements pour pouvoir accroître le dividende d'année en année. Alors, donc, ce qu'on ne remarque souvent pas, c'est que sur la page de Richboost qui fait un trait de rendement dividende, par exemple, ça c'est l'action qui propose le meilleur rendement dividende des consorts. En réalité, pour quelqu'un qui a déjà l'action, ce tableau-là est complètement inutile parce que lui, de toute évidence, il ne l'a pas payé au coût qui, qui est utilisé pour calculer ces rendements en dividende-là. Donc, quelqu'un qui est sur l'action depuis des années, par exemple, a nécessairement eu, a priori, a eu l'action à un coût bien inférieur. Et donc, lui, son rendement en dividende est complètement bien plus élevé que ce que quelqu'un qui n'a pas encore l'action voit dans le tableau en réalité. Donc, ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est que si cette année, il a son rendement en dividende qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut voir dans le tableau là, en réalité, l'année qui va suivre, le rendement va augmenter. Je veux dire, le dividende va augmenter. Et si le dividende a augmenté, bah, le coût auquel lui a eu l'action, ça n'a pas rien à changer. Donc, le coût est toujours intéressant, le coût est toujours bien inférieur au nouveau coût qu'on va utiliser l'année prochaine pour calculer le rendement en dividende. Donc, vous voyez la fraction dividende sur coût, bah, pour lui, d'année en année, ce n'est qu'en train de se bonifier. Le dividende est en train de croître et son coût n'est pas en train de bouger. Et donc, ça fait que son rendement en dividende, lui, comme je viens de le dire, la première année, c'est déjà bien intéressant, mais les années qui vont suivre, ce sera encore plus intéressant. Et visiblement, c'est un truc, peut-être que justement, quelqu'un qui n'est pas là pour du long terme n'a pas, comment dire, ne fait pas ces analyses-là. Mais je dis juste ça pour supporter le fait que si vous voulez faire de la rente, la meilleure philosophie, en fait, c'est d'acheter de l'action tôt et de rester le plus longtemps possible sur cette action-là. Parce que avec le temps, ça ne fait que le rendement du dividende ne font que se bonifier. Et ça n'a rien à voir avec le tableau que vous voyez sur Richboost qui calcule le rendement dividende avec le coût de veille de l'action. Bah, littéralement rien.